Visite guidée des appartements. Vous allez maintenant rejoindre le guide dans la cour d'honneur pour la visite des appartements de Jean de Delos. Un guide vous y attendra à l'heure convenue et vous accompagnera à l'intérieur du grand logis. Vous entendrez le son de la cloche qui vous rappellera le départ de la visite. Vous trouverez à Los un mobilier exceptionnel que vous ne verrez pas souvent ailleurs. Il est fragile et nous vous demandons de le respecter. Les tapisseries, par exemple, ne supportent pas la lumière des flashs. Rendez-vous donc devant la porte d'entrée à pilastres dans la cour d'honneur pour la visite guidée des appartements de Jean de Delos. Accompagné par le guide, vous monterez le grand escalier. C'est un escalier dit rampe sur rampe, qui a remplacé à la Renaissance les escaliers en colimaçon. Vous remarquerez en entrant le pilastre orné d'une acanthe. « 24. La salle des écussons. Lorsqu'on pénètre dans cette salle, l'on remarque en premier lieu le sol en pisé, caractéristique du pays. Il est fait de pierres calibrées d'environ 3-4 cm, fichées dans un mortier maigre et dessinant des motifs géométriques qui peuvent être symboliques. Ce revêtement de sol est courant dans les maisons de cette époque, mais il est rare de trouver un dessin de cette ampleur, aussi bien conservé et tout à fait inhabituel de le trouver à l'étage. À ce sol répond un plafond à la française, dont les solives et les intervalles entre elles sont de dimensions régulières, formant un plein, un creux. Le plafond effondré a été restitué au cours des travaux de la nouvelle toiture en 1992. Une grue de 30 mètres a alors permis l'introduction des grandes poutres. La cheminée Renaissance est ornée de pilastres, de denticules, d'oves et de volutes. Les jambages en sont particulièrement élégants. Elle est complétée par une corniche sculptée, prolongée en trompe-l'œil. Cet ensemble monumental est d'autant plus remarquable si on se souvient que les artisans tailleurs de pierre travaillaient sans plan et sans tutelle d'un architecte. Ils s'inspiraient de gravures qui leur servaient de modèle pour produire un nouveau dessin. Le mobilier, ici, comme dans tout le grand logis, est d'époque XVIe et XVIIe siècle. Il est en tout point conforme à un inventaire datant de 1602. Rien n'a donc vraiment changé ici depuis près de 400 ans. La grande tapisserie représente une préparation au tournoi, thème cher aux lissiers. L'arrière-plan nous intéresse particulièrement parce qu'il reprend le décor architectural que je vous ai décrit. Elle provient de la manufacture de Bruxelles. Voyez la marque BB en lisière qui indique Bruxelles-Brabant dans la lissière. Elle est signée PVB, c'est-à-dire Paul van der Borcht, un lissier connu au XVIIe siècle. Tapisserie florentine que nous pouvons ensuite admirer pour son beau dessin, ses coloris ainsi que pour les remarquables effets de matière dans les tissus et les drapés, etc. Datée du XVIIe siècle également, elle a une bordure de fleurs et de fruits et s'intitule « Le retour de la courtisane ». C'est dans le nord de la France, à Arras par exemple, puisque les Italiens appellent les tapisseries arazzi, à Bruxelles et dans les Flandres, que l'on tissait les plus belles pièces. Pour cette raison, les Médicis firent venir des lissiers flamands en Italie. Les tapisseries que l'on trouve en Italie sont donc d'une facture très semblable, mais ont été réalisées d'après des cartons de maîtres italiens. La petite tapisserie de Mercure et son caducée est également des Flandres et du XVIIe siècle. Dans la tour, une tapisserie de Bruxelles également, mais plus ancienne cette fois puisqu'elle date du XVIe siècle, représente 3 déesses sur fond fleuri. Elle a conservé la fraîcheur de ses coloris d'origine. La chaise est une scabella. Un petit lustre dans l'esprit de Viollet-le-Duc éclaire l'ensemble. Le mobilier provenait de centres de production qui s'étaient acquis une réputation d'excellence. Par exemple par la renommée de leur corporation ou de leur guilde, et les inventaires mentionnent fréquemment la provenance des meubles. Ainsi, le coffre sous la grande tapisserie provient de l'Italie du Nord. La marqueterie représente une place de ville idéale, thème récurrent au XVe et XVIe siècle si l'on regarde de l'arrière-plan de nombre de tableaux de cette époque. Au Moyen Âge, les bourgs s'étaient développées en escargot autour des églises et des châteaux. Avec le retour au classicisme de la Renaissance, on rêvait de plans d'urbanisme harmonieux. Avant d'être réalisés dans les villes neuves ou les bastides, ils sont représentés dans les arts décoratifs.
Quant au bahut à côté de la cheminée, il est également en noyer. Sculpté d'amours et de vases, il est marqueté de vues de villes et de rinceaux. Le noyer était utilisé tant en France qu'en Italie, à la différence de l'Angleterre et des Pays-Bas, qui lui préféraient le chêne. Ce bois au grain très serré permet d'obtenir une patine soyeuse, telle que vous pouvez admirer sur cette table devant la fenêtre qui date de 1590. Il permet aussi une taille très précise, comme l'on trouve sur la grande armoire aux angles supérieurs datée de 1678 et qui est vraiment exceptionnelle par la finesse de ses motifs sculptés. C'est un vaisselier, ce qui explique sa faible profondeur. Les sièges sont d'époque Louis XIII et Louis XIV. La petite porte bardée de fer à droite de la cheminée s'ouvre sur un cabinet traditionnellement appelé salle du trésor. Son contenu nous est connu grâce à l'inventaire de 1602. Il contenait les titres de propriété, ce qui explique la présence d'une chatière pour empêcher les souris de les détruire. On y trouvait également des objets de valeur, de l'orfèvrerie et des faïences italiennes. La porte est en biais parce qu'elle est percée dans l'épaisseur du mur qui est considérable. Passons à côté dans la chambre jaune. « 25. La chambre jaune. Le grand tableau est de l'école de Fontainebleau et date de 1550. Il représente Diane au bain. La déesse de la mythologie grecque, Diane chasseresse, exigeait de ses compagnes une parfaite chasteté, pareille à celle qu'elle pratiquait elle-même. Zeus séduit l'une de ses nymphes, Caliste, la fille de Lycaon. Caliste eut très peur que l'on découvre sa grossesse et refusa de se baigner avec les autres nymphes pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que Diane ordonne qu'on la déshabille de force. Diane s'aperçut alors qu'elle était enceinte. Elle la changea alors en ours, appela sa meute. Caliste eût certainement été traqué et tué par les chiens de chasse de Diane si Zeus ne l'eût emportée au ciel. Par la suite, Zeus la fit figurer parmi les étoiles et l'appela la Grande Ourse. Dans la suite, des très belles tapisseries qui ornent le Grand Logis et qui sont recensées à l'inventaire national du ministère de la Culture, nous trouvons ici une curieuse et rare tapisserie au décor de fleurs, surtout de tulipes. Au XVIIe siècle, cette fleur fut introduite du Proche-Orient en Europe. Une véritable tulipomania s'empara alors de l'Occident, en particulier aux Pays-Bas, où les bulbes de tulipes furent cotés en bourse d'Amsterdam. Le lit à baldaquin à dais attire l'attention. En noyer sculpté de mascarons, cornes d'abondance, rinceaux, feuillages et de guerriers en ronde bosse, il a été exécuté d'après un dessin d'Androuet du Cerceau. La famille Androuet du Cerceau a servi plusieurs rois en tant qu'architectes, décorateurs et jardiniers. Ils ont laissé des recueils de dessins de leurs diverses œuvres et projets. Les courtines, ou tentures, n'ont pas été remplacées afin que l'on puisse admirer la sculpture du bois. Le coffre, meuble de rangement par excellence jusqu'au XVIe siècle, n'était pas d'usage pratique, car il fallait soulever ses effets pour atteindre le fond. On introduit donc des tiroirs qui en firent un meuble commode. En face du coffre, voici donc un bel exemple de commode du XVIIe siècle, décoré de personnages en ronde bosse, d'une couronne comtale et de poutis, ou angelots au poignet. Le petit cabinet précieux au fond de la pièce est serti de plaques de marbre et décoré de figures féminines gracieuses et longilignes, versant l'eau de vasque. Il est typique du style de l'école de Fontainebleau. Après tout, Fontainebleau signifie « fontaine, belle eau ». Nous avons tendance à oublier combien il était difficile de s'éclairer à cette époque. Toutes les activités de l'existence humaine étaient alors rythmées par les saisons. Les chandelles et surtout les bougies étaient chères. Pouvoir veiller tard dans la soirée était un luxe. Les gens peu fortunés allaient se coucher avec les poules. L'on cherchait à profiter au maximum de la lumière du jour dans tous les métiers. Tout ce qui reflétait la lumière était très prisé. Les objets en laiton, les landiers ou chenets. Il n'est pas rare de voir une gravure représentant un intérieur somptueux dont le lustre ne porte qu'une bougie. Le lustre était garni seulement lors de fêtes. Le coffret bardé de fer sur une âme de bois est l'un des objets les plus anciens du château. Il date du XVe siècle. Il pouvait contenir des lettres en rouleau et être attaché aux selles des messagers.
Nous redescendons pour nous retrouver immédiatement en bas de l'escalier dans la salle d'armes. La salle d'armes. Dans cette salle sont réunies des armes anciennes, par exemple des hallebardes, piques et pertuisanes. Ces armes blanches ont continué à être utilisées longtemps après l'invention des armes à feu. Les deux étaient employés simultanément sur les champs de bataille, comme l'on peut voir au mur dans les gravures d'époque, représentant des batailles auxquelles Jean de Los a pris part. Il y a 2 canons, mais aussi un très beau modèle de coulevrine en bronze. Ce petit canon, léger et maniable, dont le point de mire est constitué par 2 dauphins. L'arme en dessous est un mousquet, plus lourd que l'arquebuse. Il était posé sur une fourche reposant sur le sol et était allumé par une mèche. Le maniement de cette arme est démontré sur la gravure, la première à droite, qui fait partie d'une centaine commandée par Rodolphe II de Habsbourg, le petit-fils de Charles Quint, au célèbre graveur Jos de Gien, pour illustrer le maniement des armes utilisées. Rodolphe II, empereur du Saint-Empire, né en 1552 et mort 1612, et dernier mécène de la Renaissance à qui nous devons les fabuleuses collections qui se trouvent dans les musées de Vienne. Il a aussi fait graver les portraits des militaires de sa garde impériale que vous voyez au mur. Cet exemple de la célèbre série gravée qui est l'œuvre de Goltzius reflète l'esprit maniériste dans les poses des sujets. Il nous informe sur la mode vestimentaire des gardes. Remarquez le panseron rembourré qui faisait office de gilet de protection. À la vue de ces armes, nous pouvons imaginer la défense du château à la fin du XVIe siècle. Jean de Delos revint en Périgord à la fin de sa carrière militaire pour assumer le poste de gouverneur du Périgord et du Limousin, ainsi que la lieutenance générale de la Guyenne. Instruit de son expérience d'aménagement de places fortes dans les villes du nord de la France pour contrer les troupes de Charles Quint, il fit modifier et compléter la défense de sa maison ancestrale. Cela était bien nécessaire. En effet, inévitable conséquence des guerres de religion, la province resta troublée, même pendant les trêves. Des bandes armées s'attaquaient aux fermes et aux châteaux pour les rançonner. Bon nombre de ces bandes étaient constituées de mercenaires démobilisés, sans solde, qui pillaient tout sur leur passage. Ces bandits de grand chemin furent appelés routiers. En tant que gouverneur, Jean de Delos s'efforça de pacifier la vallée de la Vézère en rétablissant l'ordre et la loi. Le château était bien défendu sur 3 côtés par une double courtine et sur le 4e côté par la rivière. Jean de Los fit percer des orifices pour les bouches à feu, pour permettre un tir croisé sur les assaillants. Le pont-levis devint obsolète puisque les boulets traversaient les douves. En revanche, le Châtelet contrôlait l'accès à la forteresse. Les tours permettaient l'utilisation des canons et armes à feu que vous voyez dans cette pièce. En cas de pénétration dans la cour, le chemin de ronde sous le toit ainsi que les trous en dessous des fenêtres étaient des positions de tir. Voyons maintenant une pièce intéressante. Le coffre-fort fait à Nuremberg au XVIIe siècle est bardé de fer et a gardé des traces de sa décoration polychrome. On ne se satisfait pas à l'époque d'un travail utile, mais aussi de l'esthétique, comme par exemple les 2 dauphins sur la coulevrine. Les artisans allemands étaient réputés pour le travail des métaux. Dans le cas présent, la décoration est très soignée. Il y a une fausse entrée de serrure avec des bustes d'angelots et des mascarons flanqués de sauvages à coiffure de plumes. Ceux-ci sont des Indiens qui évoquent un thème fréquent depuis la découverte des Amériques. Il est repris et stylisé sur la platine gravée qui est découpée à jour. Cependant, la serrure est fausse et la serrure secrète habilement dissimulée. Trouverez-vous l'emplacement de la vraie serrure ? La maquette de la toiture a été exécutée par les compagnons charpentiers qui l'ont édifiée en 1992. Posée sur la table, vous pourrez lire les transcriptions de quelques-unes des nombreuses lettres adressées à Jean de Los par Catherine de Médicis, son fils Charles IX, sa fille Marguerite de Navarre et aussi Henri IV, premier roi de la dynastie des Bourbons. Cette correspondance montre les rapports étroits que le seigneur des lieux entretenait avec la couronne. Sortez de la salle d'armes et empruntez le vestibule vers la grande salle voûtée. La salle voûtée. Voici la voûte à 5 clés qui supporte le poids du sol en pisé que nous avons vu à l'étage. La moulure des voussoirs, c'est-à-dire le relief des arcs piriformes ou en forme de poire, est typique des voûtes de la Renaissance,
tout comme les culs-de-lampe à décor de denticules, qui sont l'ornement des bases de voûte dans chaque angle de la salle. La voûte a été débarrassée des enduits du XIXe siècle qui la dissimulaient, et des inscriptions ont été mises à jour. Au sud, Los 1576, la date de la terminaison des travaux par Jean de Los à l'époque de la 5e guerre de religion. Du plomb ayant été coulé dans les entailles, cette inscription est restée indélébile à travers les siècles. Au Levant, une inscription en latin nous dit « Cum sudore sanguine et carcere », ce qui se traduit par « avec la sueur, le sang et la prison ». Elle fait état des souffrances que Jean de Los a endurées dans sa vie de soldat, car il fut captif des geôles de Charles Quint pendant l'une de ses campagnes. Cette inscription évoque aussi la douleur d'avoir perdu 4 de ses 5 fils dans les combats contre les troupes protestantes. En dessous sont gravées les armes de la famille de Los, d'azur à 9 étoiles d'or. La tapisserie a été tissée dans les Marches, dans la Creuse actuelle au XVIIe siècle. Nous connaissons tous la manufacture d'Aubusson, mais il existait à l'époque d'autres ateliers de lissiers, par exemple Felletin. Sous Louis XIV, Colbert promut Aubusson comme manufacture royale et les petits centres de production de tapisserie disparurent. Elle représente Godefroy de Bouillon, en armure et portant sur son arme, son casque, avec la couronne d'épines attribut de la Passion du Christ, ainsi qu'un écu à croix d'or sur fond d'argent sur son bouclier. Il monte un cheval caparaçonné et est accompagné de gendarmes. Cette tapisserie faisait partie de la très célèbre série de tentures des 9 preux. Godefroy de Bouillon, né vers 1058 dans le comté de Boulogne, est mort le 18 juillet 1100 à Jérusalem. C'est un chevalier franc, duc de Basse-Lotharingie, soit le Brabant, le Hainaut, le Limbourg, Namur, Luxembourg et une partie du comté de Flandre. Premier souverain du royaume de Jérusalem au terme de la première croisade, il refuse le titre de roi pour celui plus humble d'avoué du Saint-Sépulcre. Il est, dès le Moyen-Âge, considéré comme un héros, faisant partie des 9 preux. Les 9 preux incarnent toutes les vertus du parfait chevalier. Il s'agit de conquérants issus d'une lignée royale, qui furent pour leur nation une source d'honneur et de gloire, et qui se distinguèrent par leurs faits d'armes. Les 9 preux sont 3 héros païens, Hector, Troie, Alexandre le Grand, Grèce, et Jules César, Rome, suivis de 3 héros de l'Ancien Testament, Josué, le roi David, Judas Maccabée, et enfin 3 héros chrétiens, le roi Arthur, Charlemagne et Godefroy de Bouillon. Les miroirs étaient à l'époque des objets de grand luxe. Les premiers apparurent à Venise au XVe siècle. Celui-ci que vous voyez sur la cheminée est du Languedoc. Il est encadré de loupes de tuyas et de laitons repoussés. Il est particulièrement rare et somptueux. Le mobilier dans cette salle est du XVIIe siècle. Remarquons en particulier la belle table à balustres. En fait, il est anachronique de placer une telle table au centre de la salle. Les tables étaient étroites parce qu'elles étaient disposées devant les convives adossés le long des murs. Le service se faisait par le côté inoccupé. Les armoires sont toutes deux typiquement périgourdines, avec un décor en pointe de diamant. La plus grande est communément appelée « homme debout », sa taille permettant d'y dissimuler un homme. Vous remarquerez également des tableaux dont à gauche de la cheminée, un beau portrait de gentilhomme d'Antonio Moro, Anton von Moer, peintre flamand ayant travaillé à la cour d'Espagne, dont de nombreuses œuvres sont au Prado à Madrid. Vous apercevez au sol de la tour sud-est une trappe donnant accès aux oubliettes au niveau de la douve. Elle a été utilisée pour le tournage du film Jacou le Croquant et pour le jeu télévisé de la chasse au trésor. Passons dans le salon vert. Le salon vert. Cette petite salle lambrissée a été restaurée dans un coloris bleu turquoise dont on a retrouvé des traces sous le brou de noix dont on avait fait un usage abusif au début du XXe siècle. Le dessin monumental de la cheminée du XVIe siècle se retrouve dans les maisons du Sarladais de la même époque. Un mot ici de la couleur dans le décor. Il faut regarder les dessins, gravures et tableaux de cette époque pour se rappeler qu'en tout temps, on a utilisé la couleur. Regardons par exemple les illustrations dans les livres d'heures du XVe.
Les rayures rouges et vertes sur les murs étaient faites de lait de tissus de couleurs différentes. Et plus tard aussi, l'on sait maintenant que le gris Versailles était le résultat de la souillure du temps, et qu'en réalité le décor était composé d'une myriade de couleurs. Dans ce mobilier, on remarquera en particulier un ensemble de sièges recouverts de cuir dit de Cordoue. Ces cuirs précieux, estampés de dessins de couleurs, ici des fruits et des animaux, étaient à l'imitation de tissus damassés. Ils provenaient en fait des ateliers de Malines, en Flandre. Ils étaient prisés pour le garnissage des chaises à bras avec accoudoir dont l'usage a été introduit en France par Mazarin. Il est rare de trouver un ensemble de cette qualité. La porte-cierge est ornée de chimères et est dorée à la feuille. Un dessin de Rubens, le portrait d'un moine et une sanguine de Van Dyck, le portrait d'un gentilhomme ainsi qu'une série de gravures ornent les murs. Dirigeons-nous vers la terrasse. Fenêtre du Châtelet, une pierre gravée d'une des pensées de Jean de Delos. Contemporain de Montaigne, il nous a laissé plusieurs réflexions, mais cette dernière exprime bien le sentiment du bâtisseur. Lorsque je croyais achevé, je commençais. 1570. Nous avons été heureux de vous accueillir à Los. Nous aimons l'atmosphère particulière de ce lieu et espérons que vous vous y êtes senti bien. Merci d'avoir participé à notre effort de restauration et de conservation. Une dernière chose, n'oubliez pas de rendre l'audioguide à l'accueil. Le salon de thé vous attend ensuite si vous désirez vous restaurer. À bientôt.